l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Cette semaine, encore une fois, Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau sont en ma compagnie. Salut les gars. Salut Bonjour Antoine. On va commencer tout de suite à parler du Salon d'auto de Québec. L'International de l'auto de Québec, ça a changé de nom cette année. Il faut le mentionner comme ça. On peut rigoler, mais c'est l'événement automobile nord-américain où il y a le plus grand nombre de constructeurs présents. Il y a beaucoup de constructeurs qui délaissent les salons automobiles. Okay. Encore une fois, à Montréal, cette année, il y avait plusieurs gros absents. Et à Québec, ne manquera que BMW et Mazda. Okay. Ce sont deux grosses marques importantes quand même qui ont décidé de ne pas s'impliquer dans les salons. Écoute, ils étaient à Montréal, mais avec 3 voitures, là. Mais Mazda, c'est une décision corporative mondiale. C'est très particulier. Sinon, tout le monde est là. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Ça se passe au Centre des foires de Québec 3 au 8 mars prochain. Moi, je vais être sur place du 5 au 8 mars prochain. Fait que si les gens veulent venir me rencontrer, jaser du guide de l'auto, poser des questions, je vais traîner quelque part dans les allées. Je vais me promener beaucoup. Ma grosse brune va être là en exposition parce que il y a plusieurs thématiques qui ont lieu au salon, à l'International de l'auto de Québec. Je vais m'y habituer. Et donc, on amène plusieurs voitures familiales d'époque. Par nostalgie, on amène des voitures JDM, des lowriders. Il y a la collection Quadrium, là, qui est anciennement automobile, etc., qui amène une douzaine de voitures de grand luxe, là, etc. Puis pour les enfants, karting jusqu'à 9 ans, ceux qui veulent faire du karting intérieur, il y a des autos téléguidées, il y a tout ça. Mais évidemment, c'est un rendez-vous pour tous ceux qui se magasinent une voiture, puis c'est tout sous un même toit. Alors, j'aime beaucoup cette formule-là parce que c'est ce qui manque un peu. Tu sais, on s'en rendait compte à Montréal encore cette année. Les gens arrêtaient au kiosque du guide de l'auto, puis ils disaient « Hey, mais j'ai pas vu Mazda. Hey, j'ai pas vu de Genesis. Hey, j'ai pas vu... » C'était moins il y a quelques années, mais malgré tout, Porsche les gens n'est pas là. étaient... Mais là, c'est ça. Tu sais, il va manquer 2 constructeurs et c'est tout. Et j'ai envie de te dire à ce stade-ci, tant pis pour eux. Parce que c'est quand même pas une si grosse implication que d'aller se glisser à l'International de l'auto de Québec. Je vais m'y faire. C'est pas une grosse implication comme d'aller à Toronto, par exemple. Non. Où là, évidemment, c'est beaucoup plus corporatif. Beaucoup plus dispendieux aussi, là, j'imagine, pour les constructeurs. Le budget, c'est par millions de dollars, évidemment, alors que, évidemment, à Québec, c'est plus raisonnable. Mais ça reste le salon automobile le plus visité au prorata de la population en Amérique du Nord. Et ça a toujours été. Ouais, alors, les gens partent de Beauce, du Saguenay. Il y a même des gens qui vont partir de Montréal, Trois-Rivières, pour aller à cet événement-là à Québec. Alors, je pense que ça vaut quand même la peine d'être souligné parce que ça rassemble énormément de gens. Il y a une journée média lundi et dès le lendemain, le 3 mars, c'est ouvert. Alors, on vous invite évidemment à aller faire votre tour là-bas sur place. Et encore une fois, moi, je vais être là les 4 derniers jours de l'événement pour jaser avec les gens. Nissan qui a décidé de regarder la parade passer et de ne pas embarquer dedans. On a appris cette semaine que la version de base de la Livre qui devait venir chez nous, finalement, ça ne sera pas le cas. Quand on l'a lancé, on annonçait les modèles S+, SV+, Platinum, avec la grosse batterie, là, ce qu'on appelle la grosse batterie. Et puis maintenant... 75 kWh. Ouais, que je pense 73, 75. Puis on attendait une version... avec une plus petite batterie pour avoir un véhicule digne du nom de la Leaf, en fait, qui était supposé d'être un véhicule très, très, très abordable comme qu'elle l'a été. Ouais, c'est plus ça. Là. C'est plus ça maintenant. Alors, c'était 53 kWh pour cette petite version-là. On avait 340 km d'autonomie, ce qui n'était pas intéressant, mais si le prix était là, 45 000 $ ou sous la barre de ça, ça pourrait être peut-être intéressant. Et puis, évidemment, on a appris cette semaine qu'elle ne viendra pas parce qu'on attend de voir le marché puis etc., comment que ça va aller avec ça. C'est la vraie bullshit corporative. Là. Alors, la S+, avant les frais de transport, préparation, concessionnaire et toutes les autres qu'on est capable d'ajouter par-dessus, c'est 44 998. Donc, ça apporte la facture à près de 48 000 quand tu ajoutes tous les frais. Ouais, S+. S+.
Mais là, avec la nouvelle subvention fédérale, ben, cette voiture-là se qualifie. La SV+, se qualifie aussi. Donc, est-ce qu'on a envie d'amener une S pas plus, qui serait encore moins chère quand on sait de toute façon que rendu là, les gens vont probablement opter pour la S+. Opter pour la grosse batterie pour l'écart de prix. Je comprends la stratégie du constructeur, sauf que faut pas oublier un truc. Tu as quand même des compétiteurs qui sont passablement moins chers. Je pense à la Chevrolet Bolt. Là, tu vas me dire, ouais, c'est plus petit un peu. OK. Mais V4. Mais regarde le nouveau Uncharted de Subaru. Lui a la petite, entre guillemets, batterie de 57,7 kWh, ce qui te donne, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est autour de 390 km d'autonomie. Ben, tu sais, c'est un véhicule qui va se vendre passablement moins cher que la Leaf et qui, entre toi et moi, est peut-être un petit peu plus désirable. Là, c'est une question de perception, là, mais c'est un véhicule équivalent en termes de rendement, d'autonomie de la version S qu'on aurait dû avoir. Donc, Nissan n'aura plus de compétiteurs face à ces véhicules-là qui arrivent, et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Alors, ça fait mal chez Nissan, d'autant que Nissan n'est pas particulièrement compétitif avec la Leaf en termes de prix. C'est ce qui fait mal. Quand tu compares la facture américaine avec la facture canadienne, tu te rends compte qu'on nous vend la Leaf en dollars US plus. Alors, tu fais comme, c'est drôle comme stratégie. Puis Nissan est dans une position vraiment inconfortable en ce moment. Pas parce que il y a des produits qui sont pas intéressants, mais parce que comme il y a beaucoup de véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis, ben là, on va nous amener que 2 versions du Pathfinder en 2026. Une seule version dispendieuse, là, aussi, pour avoir une meilleure marge de profit sur ces véhicules-là, parce que, justement, c'est grugé, là, par on se fait gruger les profits. On va mettre des gros taux de financement de location parce qu'il faut toujours bien aller chercher un peu de profit quelque part. Le Frontier, c'est la même chose. Le Murano, on a juste le Platinum. Et ça, c'est un lancement raté, mais pas à peu près, là. Tu sais, je regarde ça, là. Reculons, là, il y a 15, même pas 15 ans. Reculons quand on a lancé l'avant-dernière génération du Murano. Ça sortait, ça se vendait, il y avait une demande. Nissan, je ne veux pas dire contrôlait le marché, là, loin de là, mais avait un très beau positionnement dans ce segment-là. On l'a, mais complètement échappé. Et là, on est arrivé 3-4 ans trop tard avec la dernière génération. Trop cher, puis là arrivent les tarifs. Bang, fini. Tu sais, ça fait très mal. On aurait besoin de produits abordables dans des segments plus bas, là, ça serait une bonne stratégie. C'est pas compliqué. Nissan c'est une stratégie intéressante pour eux, là. Tu disais ça, Nissan a pris la mauvaise décision de retirer le Kexplay. Oui. On a retiré la Versa. OK, ça, on comprend. Là, il y a la nouvelle Sentra qui arrive, mais aucune innovation. On va se rabattre sur le prix, mais à quel point on va être capable de le faire? Parce que la compétition est féroce aussi. Là. C'est pas un mauvais produit. La nouvelle K4 en hatchback, en version de base, ça va être très, très attrayant, ça, comme bagnole. Il faut être capable de faire face à la musique. Et la Leaf, ça a été longtemps chez Nissan un élément différenciateur dans la gamme que les autres n'avaient pas. Et là, c'est plus ça. Et quelle serait la façon pour Nissan d'ouvrir sa gamme puis de s'émanciper un peu avec un produit qu'on a lancé sur le marché, avec une catégorie qu'on a lancée sur le marché? Ben, ça serait d'avoir plus d'offres. Ah non, pas pour le Canada. Mystère. Voilà. Pendant ce temps, pendant que Nissan dit non aux versions de base de ses électriques, Lamborghini dit non tout court. La Lasagne d'or, c'est un concept qui a été présenté, là, si je me rappelle bien, en 2023. On voulait embarquer un peu dans le beat avec un supercar électrique, comme on fait chez Ferrari. Ferrari, on continue avec ces plans-là. On n'a vu pas d'image du véhicule, mais bien de la technologie. Lamborghini a décidé de tout simplement tirer la plug. C'était un concept qui était un 2+2, là, genre véhicule, moitié utilitaire, etc. Qui était pas... On n'avait pas vraiment de données techniques à part une puissance de 1350 chevaux. Là, vraiment le meilleur de la technologie électrique pour avoir un véhicule fort dans ce segment-là. Mais je pense que
De ce côté-là, chez Lamborghini, on va se concentrer probablement sur de l'hybridation puis des véhicules thermiques très performants parce que justement, je pense que ce concept-là n'arrivera pas. N'aboutirait pas d'une manière ou d'une autre. Lamborghini, actuellement... peut-être la forme. Il y a des rumeurs qui diraient que ce véhicule serait éventuellement sorti, mais en hybride. Ouais. Pour quelque chose de nouveau, parce que c'est pas un véhicule qui pognerait pas. Là. C'est du Lamborghini, ça va chercher cette clientèle-là. Peut-être qu'on va reprendre les lignes de ce concept-là pour faire quelque chose d'autre, mais ce ne sera pas un 100% électrique. Voilà. À suivre, mais en ce moment, on a déjà chez Lamborghini, je ne veux pas dire cet avantage, mais ce filon d'avoir que des hybrides rechargeables. Ouais. Parce que les 3 voitures qu'on propose en ce moment, elles sont hybrides rechargeables, incluant le Urus. Alors, puis c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, c'est pour des normes de régulation, on le sait. Mais ça fait quand même le travail. Puis le gros défi de Lamborghini, ça va être de continuer de conserver la clientèle, qui est une clientèle de collectionneurs aussi. Hein. Il y a une partie des acheteurs de ce genre de bébites-là qui veulent avoir les éditions spéciales, les trucs. Mais ce qu'on constate depuis l'arrivée de l'hybride rechargeable dans le monde de l'exotique, peu importe la marque, c'est que ce sont des produits que les collectionneurs ne veulent pas garder. Et ça a un impact direct sur la dépréciation. Alors, tu regardes une McLaren Artura, tu regardes... Le pire, je pense, c'est la SF90 chez Ferrari. Écoute, ça dégringole. Tu perds 300 000 en 18 mois avec une voiture comme ça. Imagine une Ferrari qui perd de la valeur. Et beaucoup, là, pas un peu. Là. On n'est même pas au stade de c'est à peu près en train de se maintenir. Là. C'est, tu sors du concessionnaire, t'as mangé 150 000. Avec le marché américain... Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Avec le marché américain qui recule, ou les États-Unis qui reculent sur leur réglementation environnementale, le marché américain, c'est tellement gros pour la marque Lamborghini, c'est important. On pourrait reculer, là. On pourrait introduire, on dit non, on revient avec des 12 cylindres parce que justement, ça va mettre de la valeur, on va commercialiser ces véhicules-là. Tout le monde va se les arracher dans ce marché-là et ça va être payant pour nous. Je regarde Aston Martin, par exemple, on va dans cette idée-là. Là, on n'a pas commencé. On ne regarde pas trop de plans d'électrification chez Aston Martin. Il y en avait, mais c'est comme tout. Ils étaient aussi... Ils en avaient parce qu'ils avaient le gun sur la tempe. Maintenant qu'ils l'ont plus, le gun sur la tempe. Dans des gros marchés comme les États-Unis, non, ils l'ont plus. Fait que, c'est à évaluer. Eux, de toute façon, ils n'ont pas d'argent pour le faire. Donc, c'est super. Là, c'est une très bonne nouvelle pour ces petites marques-là. Ben, tu sais, on va voir ce qui va arriver avec Lamborghini, mais je pense que c'est un gros défi en ce moment que d'essayer de continuer à lancer des véhicules exotiques, à se distinguer et à garder surtout la clientèle heureuse, une clientèle qui sait compter. Il y en a qui vont se procurer une Lamborghini une fois dans leur vie. C'est 2% de la clientèle. Tout à fait. Les gens qui achètent des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche haut de gamme, c'est des gens qui changent souvent, renouvellent souvent ou les accumulent. C'est ça. Et pour eux, la valeur ajoutée qui est celle d'une appréciation financière ou d'une conservation de valeur, elle est très, très importante. Alors, c'est le gros défi en ce qui me concerne avec tout ce qui s'appelle électrification, que ce soit hybride rechargeable ou 100% électrique. Regarde, plus bel exemple, c'est la Porsche Taycan. Tu sais, la Porsche Taycan, s'il y a une Porsche qui dévalue à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la recharge. La vitesse d'un électron. C'est ça. Très bonne vitesse de recharge. D'ailleurs, une Porsche Taycan, on aime ça. C'est bien celle-là. Ouais. Mais en fait, tous les électriques chez Porsche, puis on est collé avec des Macan. Tu sais, là, on va lancer le Cayenne électrique. C'est audacieux, là. Oui. Là, Porsche qui perd de l'argent. Peut-être dans le cas du Cayenne, c'est pas exactement la clientèle de fanatiques, c'est plutôt la voiture de tous les jours. Donc le passage à l'électrique, il est genre, parce que c'est comme ça qu'ils avaient lancé le Cayenne. On a la voiture Cayenne, de sport. Ça se revend, tu sais. Cayenne, ça se revend, pas à profit, mais ça se revend à prix raisonnable. Ouais. Alors que là, ça sera pas ça, là, clairement. On va voir, mais ça sera moins problématique qu'avec les voitures extrêmes, comme tu dis. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, on a appris récemment que Lincoln, évidemment, abandonnait le Corsair, comme Ford abandonne l'Escape, parce que ce sont deux véhicules fiables et trop populaires. Oui, ça, c'est un problème. C'est ça. Fait que mystère. Quand un véhicule a atteint sa maturité et qu'il est finalement efficace et que la clientèle apprécie, qu'est-ce qu'on fait chez Ford? On les retire du marché. Et là, chez Lincoln, il n'y a que 3 produits. C'est ce que ça veut
il reste encore des Corsair, mais bon, on a fini de les fabriquer. Et là, l'idée qu'on a en arrière de la tête, c'est de faire une version luxueuse chez Lincoln basée sur le Bronco. Oui, c'est intéressant comme nouvelle. Rien de confirmé, là, c'est Auto Week qui a eu cette information-là à l'interne, qu'on travaillerait sur justement un 4x4 de luxe qui pourrait compétitionner, par exemple, avec chez Mercedes, puis qui utiliserait la base du Bronco avec les motorisations. Est-ce que Lincoln est capable de se forger une clientèle dans ce créneau-là, qui est super cool, là, d'ailleurs, qui est chaud? C'est une bonne question. Je le sais, mais je me dirais, là, c'est Lincoln c'est pépère un peu, mais d'un autre côté, ça peut être vraiment un edge, là, parce que justement... ce que tu dis, c'est effectivement, sur le papier, c'est une bonne idée. En fait, ce qui va décider, c'est vraiment la qualité de l'exécution. Ouais, c'est ça. Il faut juste pas faire un Mark LT. Tu comprends? Non, voilà. Le Mark LT chez Lincoln, ça a été une catastrophe parce que c'était un F-150 rebadgé. Ouais. Là, il faut amener ça complètement ailleurs. C'est l'exécution qui va faire toute la différence. Il faut que ça soit G-Class, là, un petit... faut que tu amènes quelque chose, un design distinctif. Quelque chose de fun. Si c'est juste un Bronco avec des belles roues, là, non, les gars, là, ça marchera pas. Parce qu'on est capable, là, côté design, côté technologie, on l'a, là, tu sais. Mais comme tu l'as dit, exécution, si on est capable de se faire un nom, puis regarder, aller chercher cette clientèle-là dans ce créneau-là, ça va être payant parce que les acheteurs aiment ça. Parce que ça marche pour Range Rover. Oui, exactement. Ouais. J'ai pas mentionné, mais facilement capable de tomber dans le kitsch. Le danger, il est là. Avec des néons à l'intérieur. Non, mais c'est ça, tu sais, des grilles trop illuminées. Lincoln l'a déjà fait, ça s'appelait le Blackwood. Ils avaient mis des néons dans la boîte. Oui, on en a parlé de ça. Le Blackwood. On n'est pas à l'abri. Mais c'est ça, tu sais, trop de chrome, des roues trop grandes, trop de lumière, ça serait facile. Là. Oh là là, non, c'est clair. Faut juste être certain qu'on confie pas ça à des gens qui conduisent des town cars au quotidien chez Ford. Polestar, j'arrive d'un événement. J'en parle cette semaine, c'est pas nécessairement une nouvelle, et on en a parlé la semaine passée qu'il y a de nouvelles intentions du côté de chez Polestar. Oui. Mais je me suis retrouvé en début de semaine sur le circuit Mécaglisse, qu'on connaît bien, parce qu'accessoirement, c'est là qu'on tourne l'émission du Guide de l'Auto. Évidemment, un environnement aménagé de main de maître par l'équipe de Frank Kirchhoff, je tiens à le souligner parce que dans le contexte de cet hiver, je suis obligé de te dire qu'on n'a rien à envier à personne partout à travers le monde. Ils ont organisé des circuits glacés, enneigés de qualité internationale. Et la preuve, c'est qu'on avait amené des gens de la Floride, du UK, d'un peu partout dans le monde à cet événement-là, à Mécaglisse, pour qu'on puisse aller conduire en dérapage contrôlé la nouvelle Polestar 4 à 2 moteurs, donc à 4 roues motrices. Ceux qui nous écoutent en vidéo en ce moment, vous voyez la version modifiée maison de la Polestar 4, à l'intérieur de laquelle on s'est fait faire des rides qui étaient carrément sensationnels. Mais je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de plaisir au volant de ces voitures-là. On nous a démontré que la voiture était capable, oui, mais mon intérêt particulier dans le cadre de cet événement-là, c'était de rencontrer les gens de ces Polestar qui font bien sûr face à des défis colossaux. Parce que la Polestar 4, bien que ce soit une voiture champ gauche, très originale, très sérieuse dans son approche, ça reste un produit de niche. Et c'est pas avec ce seul produit-là qu'on va être capable de se sortir la tête hors de l'eau. On sait actuellement qu'on ne peut plus commercialiser la Polestar 2, mais ce qu'on a appris, c'est qu'une nouvelle génération de la 2 qui va être fabriquée dès l'année prochaine et qui sera fabriquée en Chine. Là, évidemment, Polestar lève la main en disant « Peut-on l'amener au Canada? » Et vous pouvez être certain qu'on va faire tous les efforts pour que ça arrive. Il y a aussi la contrainte du Polestar 3 qui est fabriqué aux États-Unis qui est sujet aux tarifs, aux contre-tarifs du gouvernement Carney, ce qui fait mal évidemment à Polestar. Ne reste donc que la 4 en ce moment pour essayer de sauver les meubles avec laquelle on va faire un petit peu de profit, évidemment, parce que le Polestar 3, dans le contexte, c'est un peu plus difficile. Mais là, ce qu'on a appris, et on en parlait la semaine dernière, c'est qu'on va lancer une Polestar 4 qui aura un look un peu différent. C'est la photo qu'on vous avait montrée la semaine dernière, que vous voyez présentement à l'écran. Et là, remarquez qu'il y a une présence d'une lunette arrière. Oui, on avait dit ça. Okay? Moi, je me suis fait
entre gros guillemets, confirmé que ça serait une version familiale de la Polestar 4 qui serait commercialisée dès l'automne chez nous. On verra la voiture en début d'été. Et cette voiture-là, selon Polestar Canada, comptera pour 90% des ventes de Polestar 4. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le modèle qu'on offre en ce moment, c'est un modèle symbolique qui donne le ton sur ce qui s'en vient, mais qui est un modèle très niché. Alors que la Polestar 4, qui va jouer un peu la carte du VUS, mais qui, à mon avis, aura toutes les allures d'une genre de Volvo cross-country à la sauce électrique de performance, là, ben ça va être offert chez nous dès l'automne, cool, comme modèle 2027. Et il faut aussi souligner un truc, c'est que nos commentaires ici sont pris en très sérieuse considération parce que le marché de Montréal est le plus important en Amérique du Nord. Le marché de la ville de Québec est le deuxième plus important en Amérique du Nord. Le marché de Toronto est le troisième plus important en Amérique du Nord. Et celui de Vancouver, je pense, est en 5e place. Alors, je me trompe peut-être de chiffre, là, mais les 5 concessions... Il y a 5 concessions Polestar ou points de vente Polestar qui sont dans le top 5 des meilleurs vendeurs en Amérique du Nord. Est-ce que ça veut dire que le Canada fait une super job ou est-ce que ça veut dire que les États-Unis font une très mauvaise job? Là, c'est votre interprétation. C'est une bonne question. Mais ce qui est certain, c'est que Polestar a mis sa marque ici au Québec plus que partout ailleurs en Amérique du Nord. On atteindra les 10 000 Polestar vendus là, dans les prochains mois sur le marché canadien, depuis évidemment l'arrivée de la marque en 2020. Et là, évidemment, vente au détail. Alors, ça a un impact significatif et à partir de là, ça nous permet, nous, en tant que Canadiens, de mettre notre point sur la table et de dire, c'est ce qu'on voudrait avoir, ce sont les configurations qu'on aimerait. Dans le fond, Polestar Canada et son président Hugues Bissonnette sont capables d'avoir beaucoup d'impact sur les stratégies de produits, de mise en marché qui ont lieu ici. Et puis évidemment, dans le contexte, c'est très important parce qu'on fait face à des défis politiques qui font très, très mal à la marque en ce moment. Mais je peux vous dire qu'une Polestar 4 dans le circuit de Mécaglis, c'est quand même très agréable à pousser. Ça a de la puissance, c'est 544 chevaux. Là, après ça, de savoir si la version familiale sera offerte en modèle propulsé ou uniquement en 4 roues motrices à 2 moteurs, on n'a pas les détails, mais on va en savoir plus dans les prochains mois. Tu voulais nous parler de la Nouvelle-Écosse, taxe sur les véhicules électriques. Oui, après l'Alberta, la Saskatchewan, même le Québec, là, au 31 mars 2027, on va avoir une taxe sur les véhicules électriques pour le poids qu'ils amènent sur nos routes. C'est pas essentiellement pour taxer un véhicule électrique parce qu'il est électrique, c'est pour une contribution aux infrastructures. En Nouvelle-Écosse, là, ça va représenter un montant de 500 $ qu'on va payer tous les 2 ans. Puis pour les hybrides rechargeables, ça va être 250 $. Ça, on l'applique sur les véhicules électriques, ça n'a rien à voir avec le poids du véhicule. Ça n'a rien à voir avec forfaitaire. C'est forfaitaire électrique. Ouais. Donc, moi, je vais payer la même taxe avec ma Fiat 500 que le gars qui a un Hummer. Exactement. Ouais. C'est pas très bien quand même de ce côté-là. Non, mais quand ils disent c'est une taxe sur le poids, l'utilisation. Regarde, c'est parce que c'est juste combler les manques à gagner. Ouais, des pertes de vente d'essence. C'est une case qui va dans une autre pour ça. Puis aussi. C'est pas pour l'entretien du réseau routier, c'est parce qu'il y a moins de vente d'essence. Non, parce que ça, l'entretien du réseau routier, je te le donne en 1000, ça n'existe pas. Mais aussi, il faut. Je me suis envenu aujourd'hui à Montréal. Écoute, voyons. Il y a une autre affaire à noter, par exemple, en Nouvelle-Écosse, c'est que 73% des énergies pour l'électricité, c'est charbon, gaz naturel. Alors, ici, on a des énergies renouvelables, on a de l'électricité. Là-bas, ils l'ont beaucoup moins, c'est 73% non renouvelables. Donc, des taxes comme ça, il ne faut pas juste penser que c'est pour les routes, là, c'est parce que, attention à l'électricité, parce qu'on fait du gaz ailleurs. Là, donc, voilà. C'est correct de rajouter une taxe, on n'en a pas encore assez. Faut juste en mettre un peu plus. Ça fait du bien.
Ça fait du bien au moral. Ouais. Je trouve ça, les gens sont heureux. Ouais. Ils se sentent impliqués. Ils se disent, oui, c'est pour la bonne cause. Ouais. Puis je suis content que mon argent contribue à améliorer notre situation. Puis on l'a vu tantôt en s'en venant là, dans ta voiture. Oui, c'est ça. Tu vois, je suis descendu Iberville. Là. Iberville, c'est une table de billard à la grandeur. C'est doux, c'est fantastique. Salutations aux fins stratèges qui entretiennent les rues ici à Montréal. Vous avez fait un job fantastique. On est-tu rendu au segment Stellantis? Ah, Je pense que oui, moi. Ouais. On serait-tu là? Ouais, ben là, si on tous comme ça dans le véhicule duquel on va parler, ben ça se peut qu'il y en ait d'autres qui pognent la grippe. Parce qu'on parle de minivan cette semaine. Ouais. Et on parle de la Pacifica qui, pour sa 11e année de commercialisation, va recevoir un doux facelift. C'est-à-dire un recarrossage partiel de sa partie avant et des feux arrière et des pare-chocs et probablement des roues. Ouais. Et on n'a pas trop de détails sur l'intérieur non plus, mais Chrysler a laissé circuler quelques images cette semaine. Est-ce qu'on va l'appeler All New? Là, franchement... Ça serait pousser l'audace un peu trop loin. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment faire du neuf avec du vieux. Ça me rappelle, mais tellement, la fois où General Motors avait décidé de transformer ses fourgonnettes en pseudo-VUS. C'est-à-dire en 2005, où on a transformé la Montana... Terrazza, c'est ça, Montana SV6. On a changé le museau du véhicule au complet. Ça ne fit pas du tout avec le reste, mais ça change la donne et ça te donne l'impression que c'est un nouveau véhicule. Les gens ne sont pas dupes à ce point-là. Mais ça fait, disons, en fait, c'est pas réussi. C'est ça qui est plate. Non, mais on a l'impression que l'avant a été complètement pensé à l'écart du reste du véhicule. Oui. Et là, on n'a vu aucune photo de l'arrière, on n'a vu aucune photo de la planche de bord en imaginant que ça va être modernisé. Mais puis on ne sait rien non plus des groupes autopropulseurs. Ce qu'on sait, c'est qu'on a mis des efforts pour garder la Pacifica en vie et étirer la génération actuelle encore quelques années, le temps qu'une nouvelle génération soit conçue et produite, espérons-le, à l'usine de Windsor, avec, espérons-le, la plateforme STLA qui, espérons-le, pourra offrir autant l'électrique que de l'essence. Ouais, espérons-le. Je sens comme du sarcasme dans ta voix, mais c'est peut-être moi qui lis mal. C'est un peu d'enthousiasme, là, les gars. Là. Faut de l'enthousiasme. Allez. Au moins, on garde la fourgonnette en vie parce qu'on a laissé tellement de segments tomber au cours des dernières années que j'aurais pas été surpris que Chrysler décide du jour au lendemain de tirer la plug là-dessus et de mettre fin à la marque, accessoirement. Mais très honnêtement, avec un avant comme ça, là, je suis pas sûr qu'ils vont en vendre beaucoup. Ouais, mais c'est pas rendu là. Moi, j'ai l'impression, tu sais, qu'on recarrosse le véhicule pour faire parler de la marque, juste pour dire « Hey, Chrysler existe encore, le saviez-vous? » On s'entend que 80% de ces véhicules-là vont se retrouver sur des parcs de location court terme. C'est bon, parce que des Pacifica Pinacle à 85 000 $, il y a juste Luc Poirier pour acheter ça. Il dit d'ailleurs que c'est son véhicule favori et le véhicule qu'il utilise le plus souvent. Ce que je trouve passablement ironique de la part d'un gars qui a une collection de voitures de 80 millions $. Mais enfin, bref. Alors, la nouvelle Pacifica, ça sera un modèle 2027, sera lancé vers la fin de l'été, début de l'automne. On n'a pas de détails sur qu'est-ce qu'on garde comme motorisation. Est-ce qu'on met des nouvelles motorisations sous le capot? Non, on n'a pas de détails sur pas de détails là-dessus. J'espère seulement qu'on ne fera pas l'erreur de troquer le 6 cylindres pour un 4 cylindres turbo. De ce que j'ai compris de la part de collègues qui ont conduit récemment le Grand Cherokee 2026 avec un 4 cylindres turbo. Hurricane 4 cylindres. Oui, c'est pas les gros chars. Alors, à suivre de ce côté-là, mais en tout cas, Chrysler n'est pas mort, c'est ce qu'on voulait vous mentionner. Au retour, on vous parle de la Ford Escort de Cosworth avec Hugues. Le guide de l'auto.
En Amérique du Nord, la Ford Escort a été vendue de 1981 à 1999. Un modèle qui a été populaire pour Ford, mais pas avec des versions aussi intéressantes que ce qu'on a offert du côté de l'Europe et surtout drôlement moins performantes. Pour vous donner une idée, l'Escort la plus puissante qui a été vendue chez nous en Amérique du Nord faisait appel à un moteur Mazda de 125 chevaux. Je pense que la voiture dont on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu plus que ça. Même s'il n'a jamais été vendu ici, l'Escort RS Cosworth aura fait rêver bien du monde, que ce soit dans les magazines auto, les images de rallye ou bien dans le jeu vidéo Gran Turismo. Alors, tu nous parles de l'Escort aujourd'hui et de ses versions sportives plus spécifiquement. Alors oui, comme tu le dis, l'Escort a été vendu chez nous, mais en fait, le nom est apparu en Europe pour la première fois en 1956 sur la variante familiale de l'Anglia 100E. L'Escort devient une gamme à part entière au millésime 1968 en étant la première auto développée par Ford Europe, parce qu'auparavant, Ford Allemagne et Ford Angleterre avaient des gammes complètement séparées. L'auto est à l'époque une propulsion et commence à gagner une sérieuse crédibilité en rallye avec des versions comme la RS 1600 en 1970, la RS 2000 en 1972. Le restylage de 1974 apporte une carrosserie plus anguleuse, mais les dessous restent sensiblement les mêmes. La RS 2000 continue, tandis que la RS 1800 sera couronnée champion du monde des rallyes en 1979, avec Björn Waldegard à son volant. L'Escort passe à la traction avant en 1981, mais cela n'empêchera pas le développement de variantes sportives. La RS 1700T, arrivée trop tard pour courir et tuer dans l'œuf, ou les RS 1600i et RS Turbo pour la route. Alors, tout commence avec la fin du groupe B en rallye. Là. Oui, avec l'événement des 4 roues motrices en groupe B, Audi Quattro, Peugeot 205 T16, Lancia Delta S4, Ford crée la RS 200, qui n'aura pas vraiment le temps d'être complètement développée à cause de l'arrêt brutal du dit groupe B à la fin de la saison 86. Pour les autos de groupe A, plus proches des véhicules de production, Ford se tourne vers la Sierra, une propulsion présentée en 1982 et que nous avons connue ici sous le nom de Mercury XR4 TI. Ouais. C'est le célèbre motoriste Cosworth, fondé en 1958 par Frank Costin et Mike Duckworth, d'où le nom Cosworth, qui se charge d'en concevoir la motorisation pour la compétition. Un 4 cylindres de litre turbo de 204 chevaux avant préparation. D'abord proposée en 2 portes au millésime 86, elle passe en 4 portes en 1988, puis à la traction intégrale en 1990. Si la Sierra aura un joli palmarès en rallye, comme le Tour de Corse en 1988, c'est surtout sur circuit qu'elle va s'illustrer, notamment en DTM, en remportant le championnat 1988. Parce qu'en rallye, la concurrence est rude. Elle s'appelle Lancia Delta HF et elle va monopoliser les titres mondiaux sous ses différentes versions de 1987 à 1992. Chez Ford, ça ne passe pas. Et conséquemment, on va prendre des décisions qui sont assez drastiques chez Ford. En cet été 1988, la direction de Ford Motorsports, responsable de la compétition en Europe, est face à un problème. Avant même que la Sierra RS Cosworth ne reçoit 4 roues motrices, et sait déjà qu'il faudra développer un nouveau modèle pour battre la Lancia. La difficulté, c'est que la remplaçante de la Sierra, la future Mondeo de 1993, passe à la traction. La 4e génération d'Escort doit être lancée en 1990, mais elle est, elle aussi, une traction avant, avec une architecture non conçue pour supporter 4 roues motrices. Les ingénieurs ont l'idée folle de prendre une carrosserie d'Escort Mark III et de simplement la souder sur un châssis de Sierra raccourci. Et ça marche. Plus courte, avec un empattement réduit, l'auto est bien plus agile. Après la preuve du concept, il reste maintenant à convaincre la direction de Ford, en Europe d'abord, puis aux États-Unis. Et finalement, la direction trouve initialement la proposition complètement loufoque. En septembre 90, juste avant la présentation de l'Escort Mark IV, un prototype est entré dans un rallye espagnol qui accepte tout type de véhicule. C'est une victoire. Ford montrera des publicités avec le slogan « First time out, first ». Première sortie, première. Le projet, dirigé par John Wheeler, a été finalement entériné en interne. C'est le groupe SVE, Special Vehicle Engineering, qui effectue l'ingénierie. Afin de rendre le programme économiquement viable, il est pris la décision d'assurer la production à l'extérieur. C'est le carrossier allemand Karmann qui se chargera de la fabrication. Et qui va modifier la voiture de façon radicale. Imaginez un instant les modifications qu'un châssis de traction avant à moteur transversal doit subir pour passer en 4 roues motrices avec un moteur longitudinal. Ouais. Le berceau moteur, les soubassements, tout est changé.
Pour que toute la mécanique rentre, l'empattement augmente de 2,52 m dans une version normale à 2,55 m sur la Cosworth, ce qui implique de modifier la carrosserie. Et de toute façon, les ailes doivent être élargies pour accueillir les Pirelli P0 en 225-45 ZR16. La longueur totale de la Cosworth est en hausse de 17 cm à 4,21 m. Mais cela reste malgré tout en deçà des 4,49 m d'une Sierra, ce qui était tout de même le but initial. Au final, peu de panneaux de carrosserie sont interchangeables avec une escorte de base. Reste maintenant à parler des ailerons arrière. Ouais. La Sierra XR4i de 1982 avait déjà introduit l'idée d'un double aileron, un sur le coffre et un monté au milieu du haillon. À peine sorti de l'école de design, le jeune Frank Stevenson, qui s'illustrera plus tard en signant entre autres les lignes du BMW F5 et X5, de la Fiat 500 2008, de la Ferrari 430 ou de la McLaren 720S, excusez du peu. Donc Frank Stevenson suggère un aileron triple. Les comptables réussiront à supprimer celui du milieu pour des raisons de coût. Fabriqué dans un nouveau matériau plus léger, ce double aileron parvient à coller efficacement l'escorte sur le chemin. Le CX passe quant à lui de 0,34 sur un modèle de série à 0,38. Bon, parle-nous de la mécanique. Ça, c'est ce qui nous intéresse dans cette bagnole-là. La partie mécanique provient directement de la Sierra RS Cosworth 4x4. Enfin, presque. Si l'ensemble de la transmission, boîte 5, rapport MT75, différentiel central planétaire avec coupleur visqueux Ferguson assurant une répartition fixe entre l'avant et l'arrière de 34-66, différentiel à glissement limité avec visco-coupleur, tout ça est inchangé. Les suspensions, elles, sont revues. Les ressorts sont durcis de 10% à l'avant et de 20% à l'arrière, tandis que la barre anti-roulis arrière passe de 18 mm sur la Sierra à 22 mm, tandis que l'avant reste à 28. Quant au moteur, les modifications peuvent paraître subtiles de l'extérieur, mais elles sont significatives. Pour les comprendre, il faut revenir à la réglementation du groupe A, alors en vigueur au championnat du monde des rallyes. Pour pouvoir homologuer son véhicule, un constructeur doit en produire au moins 2500 exemplaires, à partir de 93, contre 5000 auparavant. Et c'est pour cela que Ford choisit de doter la mécanique de l'Escort de composants plus appropriés au rallye que celle de la Sierra. Le bloc moteur reste inchangé, mais le turbo est un Garrett Air Research T3 T04B qui souffle à 0,8 bar de pression avec un système de refroidissement double étage, RR puis RO, tandis que l'injection est une Weber Marelli IAW P8. L'ensemble, qui développe 220 chevaux et 214 pieds de couple, est bien adapté pour la course, mais en conduite sur route, l'auto souffre d'un joli effet coup de pied au cul. En dessous de 4000 tours, il ne se passe pas grand-chose, et au-dessous, accrochez-vous. Ce moteur prend la désignation YBT et se reconnaît par sa culasse peinte en bleu. Une fois les 2500 premiers exemplaires produits, Ford revient à une configuration similaire à celle de la Sierra, turbo Garrett T25 plus petit, injection Ford EEC4 et système d'allumage revu. Plus civilisée et offrant plus de souplesse à bas régime, elle est plus adaptée à la conduite quotidienne tout en développant un peu plus de puissance, 227 chevaux et 221 livres-pieds. La version révisée prend le nom de YBP et se distingue par son couvre-culasse gris et noir. La production de cette voiture-là, ça commence quand? Elle commence chez Karmann en février 92 et les livraisons démarrent en Europe au printemps. Elle est offerte à la clientèle en deux versions, Motorsport, dépouillée, ou standard, tout équipé. La planche de bord se distingue par ses 3 cadrans additionnels, voltmètre, pression de turbo, pression d'huile. Dans son essai détaillé, le magazine Le Moniteur Automobile réalise le 0 à 100 en 6,1 secondes, le 400 mètres départ arrêté en 14,4 secondes et obtient une vitesse maximum de 226 km/h. L'auto est encensée pour son comportement routier extrêmement efficace et son confort préservé. Il faut attendre le 1er janvier 1993 pour que l'Escort RS Cosworth soit homologuée en groupe A, les fameux 2500 exemplaires dont on parlait. L'auto avait été développée dans des rallyes locaux en 91-92, mais le premier événement d'importance auquel elle participe est le rallye de Monte-Carlo en janvier 1993. Pilotée par François Delcourt, elle en prendra momentanément la tête avant de s'incliner devant la Toyota Celica de Didier Auriol. Première sortie, mais première confirmation de potentiel. Si l'Escort RS Cosworth se taillera un joli palmarès dans plusieurs pays, elle ne réussira cependant jamais à remporter un titre de champion du monde. La concurrence japonaise, Toyota, Subaru et Mitsubishi, était tout simplement plus affûtée. La carrière commerciale de la RS Cosworth, c'est quoi? La COSI,
comme l'appellent les amateurs, dépassera les 2500 exemplaires demandés pour l'homologation et même les 5000 initialement prévus par Ford. Elle sera produite à 7145 exemplaires. La fabrication s'arrêtera en janvier 96. La réglementation en rallye changeait pour 1997 et la remplaçante de l'Escort en Europe, la Focus, pointait le bout de son pare-choc pour le millésime 98. Ouais. Si cette dernière a réussi là où l'Escort a échoué en remportant 2 titres mondiaux en 2006 et 2007, l'Escort RS Cosworth a plus marqué les esprits par ses lignes sexy et outrancières. Maintenant qu'elle peut être importée au Canada, ne serait-ce pas le jouet idéal pour une crise de la quarantaine? Probablement, mais je suis curieux de savoir combien ça vaut aujourd'hui, une voiture comme ça. Ici, c'est compliqué à savoir parce qu'en fait, ce serait une importation Mais du côté parallèle. de l'Europe, par exemple, les collectionneurs doivent se les arracher aussi. Encore une fois, c'est toujours la même question. Dans un véhicule en bon état, pas modifié et qui n'a pas été malmené, oui, ça commence à valoir de sérieuses sommes. Là. On est-tu dans les 80, 100 000 euros dans ces coins-là? Je sais pas, mais ça me surprendrait pas. Parce qu'on doit se rapprocher, par exemple, d'une R5 Turbo 2, ce genre de truc-là. Là. Non, on n'y est pas encore parce que les Turbo et Turbo 2, on est au-dessus. Un bel exemplaire, c'est plus de 200 000 euros. Mais on peut imaginer que ça va continuer de grimper. Ah, c'est clair. Parce que les Turbo 2 ne continueront pas de grimper de façon systématique. Là. On dit ça, mais une Turbo 1, c'est absolument plus achetable. Donc la Turbo 2 va... les gens se rabattent déjà, les gens qui en veulent une se rabattent déjà sur la Turbo 2 et les prix continuent à monter. Moi, je pense que c'est des voitures qui sont déjà plus achetables. L'Escort a été un peu plus produite, un petit peu moins rare, donc probablement que les tarifs sont quand même moindres. Mais ça vaut, en tout cas, un peu plus cher qu'une Escort GT88 vendue au Canada. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Merci, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Antoine, la semaine dernière, tu as été essayer le nouveau Mazda CX-5. Oui, Mazda qui fait face aussi à des défis parce que, évidemment, le CX-50 ne peut plus être vendu ici. Ouais. Et en quelque sorte, le nouveau CX-5 a ce double mandat de bord de garder la clientèle déjà acquise, de réussir à convaincre ceux qui ont plongé dans l'aventure Mazda avec le CX-50 et aussi d'aller conquérir des acheteurs de d'autres marques dans un segment qui est hyper populaire. C'est drôle, hein, on pensait quand on a introduit le CX-50, on demandait à Mazda, hey, vous allez enlever le CX-5, c'est le CX-50 qui va prendre. Une chance qu'ils n'ont pas fait ça. Hein? Mais je pense que c'était prévu d'avance. Oui. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Là, les CX-5 étaient vendus. Là. C'était prévu d'avance, mais on est obligé de dire aussi que le CX-5 n'a jamais la qualité de fabrication et la fiabilité d'un CX-5. Tu veux dire CX-50 n'a pas la même... Non. Le CX-50 est de fabrication américaine, comme la Corolla Cross. Et autant chez Mazda que chez Toyota, on admet que, respectivement, les CX-50 et Corolla Cross sont les véhicules à problème. Pas que la Corolla Cross soit un cauchemar de fiabilité, mais c'est un véhicule dont la qualité de fabrication est plus inégale que celle d'une berline Corolla, par exemple. Ouais. Et si tu compares un CX-5 et un CX-50, ça n'a rien à voir. Là. Le CX-5 a une qualité de fabrication, une réputation de fiabilité qui est nettement supérieure à celle du CX-50. Alors, je veux pas dire que c'est pas une grosse perte parce qu'on a quand même réussi à les convaincre des gens avec un look qui était plus audacieux, avec un véhicule qui avait des lignes plus peut-être plus intéressantes, un look un peu plus premium, qui se comparait peut-être un peu plus à une Outback, alors que le CX-5 va se comparer à un Forester. Tu sais, on était là-dedans. Mais là, en modifiant le CX-5, en amenant cette nouvelle génération, on allonge le véhicule. L'empattement est 95 mm plus long qu'avant. Alors, c'est des dimensions qui sont quand même pas mal plus imposantes. On n'est pas encore le plus gros du segment, là, parce que, si tu regardes, je sais pas moi, Outlander, l'Outlander est quand même passablement plus gros que ça, peut même recevoir une troisième banquette de troisième rangée, devrais-je dire. Mais le CX-5 a
aujourd'hui cette capacité d'être utilisé comme véhicule familial sans contrainte d'espace aux places arrière. Ouais. Ce qui était un sérieux problème avec le modèle commercialisé jusqu'à l'année 2025. OK. Alors ça, on corrige ça. Plus d'espace au coffre, plus d'espace aux jambes, plus de dégagement à la tête. Un look qui est encore typiquement CX-5. Évidemment, les gros changements au niveau de l'habitacle. Oui, on a redessiné toute la planche de bord, mais on intègre une grosse télévision de 15,4 pouces, 100% tactile, pas de bouton physique. Ça va faire le bonheur de certains, ça va en faire rager d'autres. Moi, personnellement, j'aime ça avoir les 2-3 touches primaires en bouton physique. Ouais. Ça, on les a perdus. Mais ceux qui détestaient la molette rotative à la console pour accéder à des menus, etc., ben là, ils vont être heureux de retrouver ça. Puis, tu sais, toutes les technologies sont intégrées là-dedans. Là, tu peux avoir YouTube en continu, tu as accès à Internet, tu as tout ce que tu voudras. Il y a plus de 300 applications que tu peux télécharger pour mettre là-dessus. C'est infini. Et évidemment, ben, dans la version GT Premium, c'est l'écran de 15,4 pouces, sinon 12,9 pouces dans les autres, ce qui est très correct aussi et ce qui va essentiellement te servir la même chose. Ouais. C'est juste que dans un GT Premium, on grossit l'écran pour que ça ait l'air plus premium et il y a quelques gadgets de plus qui sont intégrés à tout ça. Là où j'ai... Bon, il faut que tu t'habitues, évidemment, à l'absence de commande physique. Moi, je ne suis pas un fan de ça. Mais il va falloir que tu t'habitues à la gestion de l'instrumentation qui, elle aussi, tombe en 100% numérique et qui doit être gérée par des commandes à effleurement sur le volant. Ça, c'est pas mal moins évident. Alors, ça va demander adaptation. Autre truc qui m'a peut-être un peu déçu, c'est que il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un toit ouvrant là, sur ces véhicules-là. Et le CX-5, dès le modèle GS, ben, il y avait cette possibilité d'avoir un toit ouvrant. Pas panoramique, mais un toit ouvrant quand même. Là, si tu veux un toit ouvrant, c'est juste sur le GT et en option. Alors, tu sais, il faut que tu grimpes dans facture beaucoup plus loin pour te rendre à cette possibilité d'avoir un toit ouvrant, mais qui est panoramique, ce qui pour moi n'est pas un avantage. Parce que oui, tu as plus de lumière qui entre, mais ça ouvre la porte à plus de risques de craquement, d'écoulement, de tout ce que tu voudras. Alors, c'est moins... moi, j'aurais aimé qu'on conserve un toit ouvrant traditionnel et qu'on l'offre sur un plus grand nombre de versions. On verra comment on va s'ajuster. Ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est qu'il n'y a aucune version à saveur aventurière. Un peu comme on a fait avec le CX-50 en version Meridian. Ouais. Ben, tu sais, Honda on aurait pu glisser une version Meridian du CX-5. Honda a une version Trail Sport de son CR-V. Nissan a un Rock Creek avec son Rogue. On sait que c'est juste de l'apparence puis des pneus, mais les gens aiment ça. Ouais. Mais il n'y a rien qui nous empêche justement, c'est un bon moyen de refaire parler du véhicule d'ici un an ou deux. Je comprends, mais on a besoin d'aller chercher une masse de clientèle tout de suite. Ouais, et on a surtout besoin de réussir à faire ça rapidement parce qu'il y a une grosse lacune dans la gamme CX-5 et c'est l'absence de moteur soit de performance ou hybride. Alors, on a une technologie hybride qui existe du côté de chez Mazda qui n'a rien à voir avec celle du CX-50 qui est empruntée à Toyota. Une technologie hybride maison, mais qu'on ne commercialise pas chez nous et qu'on n'offrira pas avant le millésime 2028. Ouais. Donc, pour encore 1 an et demi facilement, pas d'hybride dans la gamme CX-5. Dans un marché où tu as un RAV4 qui l'offre de série, où le CR-V l'offre sur une majorité de modèles, où le Tucson le propose, où le Jeep Cherokee arrive avec un hybride, ça prend ça pour réussir à se distinguer. D'autant plus qu'on a abandonné la version GT Turbo qui comptait pour genre 15% des ventes. Et là, Mazda, au début, nous dit... Ouais, ben 15% des ventes, c'était pas suffisant pour justifier qu'on le conserve. Et là, je dis, 15% des ventes de CX-5, c'est toujours bien pas mal plus de volume que le nombre de Miata que vous vendez par année, puis vous la gardez, la Miata, tu sais. Regarde ça comme tu voudras. Ces acheteurs-là qui vont chercher ce moteur-là, et s'ils veulent renouveler leur CX-5, ils vont aller ailleurs parce qu'ils aiment ce moteur-là. Ils l'ont choisi pour la performance. Saveur assez spéciale Mazda, justement, la petite saveur Mazda qui fait que... La vérité, par contre, c'est qu'on ne pouvait pas le garder. Parce que Mazda n'a plus de véhicules électriques.
voit donc sa cote de consommation moyenne augmenter drastiquement dans un marché où tu dois l'abaisser. Donc, le retrait du moteur turbo dans le CX-5, aussi dans le CX-50, en passant parce qu'il n'est plus là, ben, ça permet à Mazda, justement, d'abaisser sa cote moyenne le temps qu'on arrive peut-être avec un électrique d'ici quelques années. Parce qu'oublions pas une chose, Mazda est un constructeur qui fabrique en Chine 2 véhicules électriques très convaincants, la Mazda i6 et la Mazda EZ60, qui est la EZ6 puis la EZ60, donc berline et VUS. Ce sont des véhicules qui sont, semble-t-il, très intéressants, 100% électriques, mais qu'on destine uniquement au marché chinois pour le moment. Alors là, avec l'ouverture de ces marchés-là vers le Canada, ça se pourrait qu'on décide d'amener ça ici pour réduire la cote de consommation moyenne, parce qu'on sait que le MX-30 n'a pas fait la job, et c'est pas le CX-70 hybride rechargeable qui va réussir à tenir ce rôle-là de lui-même. Alors, ça prend de façon urgente un hybride dans la gamme CX-5, mais on va falloir patienter 18 mois. Conduite, c'est fantastique, dynamique, tout ça. On n'a rien perdu de ça. Là. On n'a rien perdu de ça. On a gagné en confort, en insonorisation. Quoi qu'au départ initial, tu l'entends encore, le 2.5, mais c'est une machine qui est très solide, qui est groundée, qui est beaucoup plus agréable à conduire que la moyenne des autres. Puis, je trouve que sur le plan design, on a apporté quand même de très beaux traits de design, des nouvelles teintes. Les roues noires sur la version GT, je trouve ça... Et sans complètement scraper qu'est-ce qu'il faisait du CX-5 qui était beau, là. C'était un modèle actuel, là, jusqu'à la dernière, il n'y avait aucun problème avec ça. Ils ne l'ont pas démoli là, complètement avec un nouveau design. Ils ont gardé quand même la calandre un peu similaire, tout ça, puis les lignes. Puis en même temps, tu sais, oui, on garde le 2.5, la transmission automatique 6 vitesses, le rouage intégral. Ah, la 6 vitesses. Mais c'est fiable. Ouais. Ça fait une bonne job. La puissance est là. C'est correct. C'est fiable. Ça consomme raisonnablement. C'est pas impressionnant en consommation de carburant, mais c'est correct. Et puis ça, ben, c'est une tranquillité d'esprit que bien d'autres véhicules ne sont pas en mesure de donner. Tu sais, demain matin, vous voulez un hybride. Parfait. Est-ce que vous oseriez dire hors de tout doute que la nouvelle technologie hybride du Cherokee, elle va être fiable et efficace? Mais, tu sais, il y a quand même une part de risque, là, alors que chez Mazda, tu sais que tu t'achètes la paix. Ouais. Et ça, c'est un sérieux avantage pour bien du monde. Toi, de ton côté, tu as conduit la version crémage de luxe du Chevrolet Equinox V. Ça s'appelle un Cadillac optique. Oui. Et pour ceux qui sont encore confus, dans le catalogue électrique chez Cadillac, optique, c'est le plus petit. On poursuit avec le Lyriq, ensuite le V-Stick et ensuite l'escaladic. Et l'escaladic L. Et le Célestique. Et le Célestique aussi, qui est un petit peu plus rare, je pense, comme véhicule. Un petit peu. À peine. Une gamme d'électriques qui varie de 60 à 600 000 $. Ça ressemble à peu près à ça. Ouais. En tout cas, fait que le optique, oui, bien dit pour son homologue chez Chevrolet. Un véhicule que je trouve que c'est une bonne... On va commencer par la valeur, parce que je trouve que dans cet ensemble-là, l'ensemble du véhicule, qu'est-ce qu'on offre, là, avec une bonne autonomie. Là, on a 448 km dans le véhicule que j'ai essayé d'autonomie. C'est pas un véhicule qui est très sportif, mais on a fait des améliorations là, cette année. On a mis un petit peu plus de biais là, vers le moteur à l'arrière. Je trouve que c'est un véhicule qui est quand même agréable à conduire, beaucoup plus agréable à conduire qu'il y en a de l'air, là, parce que c'est un beau format, c'est un beau design, c'est bien aménagé en dedans. Il y a un souci du détail aussi qui est intéressant. Très bien assemblé, c'est solide comme véhicule. Je trouve qu'on a fait vraiment un beau travail. Puis surtout, je vais répéter, comme tu as dit, le format. J'ai regardé ces véhicules-là, le Lyriq, le V-Stick, c'est bien gros. Là, c'est gigantesque. Tu veux t'acheter une Cadillac électrique, tu es obligé jusque-là d'aller dans ces véhicules-là qui sont beaucoup plus gros. Oui, il est gros, oui, il est spacieux. On a 736 litres de volume de chargement en arrière du haillon dans l'optique. Fait que c'est quand même compact, mais spacieux pour le chargement, spacieux pour les passagers. Puis, l'ergonomie à l'intérieur aussi, là, les petites touches là, qu'on a gardées manuelles pour la ventilation, etc. Donc, en gros, là, agréable à conduire, etc. Une bonne autonomie.
sais, c'est pesant, 2355 C'est très kilos, là, c'est long. C'est ça le plus gros bémol de ce véhicule-là, puis ça se sent quand même, tu sais, Ouais, puis si tu fais l'erreur pas- de prendre les roues à trop grand rayon, ça Et- cogne dur. Boy, ouais. Puis c'est comme son plus gros défaut. Parce que le reste, livraison de la puissance, finition, agrément de conduire, je veux dire, qui m'a quand même surpris justement parce que peut-être que les quelques petites améliorations, performance, puis 440 chevaux, là, on n'en parle pas. C'est en masse là, de performance Bah pour oui. ce type de véhicule-là. Mais autrement, là, vraiment, tu sais, tu regardes les prix, là, au début, ça commence à 60 000, mais un modèle bien équipé à 65 000 je veux dire... Ouais. Et C'est quand même et bien, ça, là. c'est le point que tu amènes que je trouve intéressant parce que j'ai récemment mis à l'essai le Chevrolet Equinox EV. Et si tu t'en vas dans une version à traction ou dans un modèle 4 roues motrices, pas trop d'options, ça reste intéressant. Ouais. Mais si tu équipes un Equinox au bouchon ou à peu près, Ouais. tu es au même prix que le Cadillac. Ouais. Rendu là, va Achète-toi le prendre le Cadillac. Cadillac. Ben oui. Tu sais. D'autant plus que Cadillac te donne 1 an de plus de garantie. Ouais. Puis ça a un Fait que- véhicule moins plastique à l'intérieur, Ah ouais, plus c'est confortable. Fait que, beaucoup tu sais, plus, c'est pour ça que je dis l'Equinox est intéressant dans une version à traction ou dans un modèle à 4 roues motrices, pas trop de bébelles. Mais si tu équipes ça en 3 RS avec tout Ah le non, crémage, oublie ça, ça. va chez Cadillac, Ouais. haut la main. Parce que avec ce niveau de luxe, de finition et d'équipement-là, avec cette autonomie-là, t'as pas grand-chose dans les marques de luxe chez la compétition. Ben Tu sais, non. Lexus, c'était plus cher. Ouais. Tu sais, t'as beau regarder partout, oui, tu peux comparer ça quelque part avec un modèle Y, mais un modèle Y, c'est tellement générique. C'est en- ça, C'est pas la même clientèle. Ça s'insère C'est- entre les deux, là. Tu sais, Equinox et Optique, là, c'est T'sais, pas vraiment la même Le clientèle. Tesla, tu l'achètes pour le réseau, Ouais. tu l'achètes pour la philosophie de marque, mais t'achètes pas ça parce que tu penses que c'est un véhicule de luxe. Ouais, Écoute, ouais. Non. Ah non, 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 c'est non, vite, non, vite, non, vite, non, c'est non. ça. Mais les C'est autres, pas- comme tu dis, tu t'en vas dans des tarifications qui sont beaucoup, beaucoup plus élevées. Puis, justement, pour l'ensemble de l'œuvre là, du Optique avec la finition à l'intérieur, crème entre 60 et 65 000 c'est un bon bail. Là, tu sais. Fait que la semaine prochaine, tu nous parles de la Célestique à 600 000. Ouais, c'est ça exactement. Parfait. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bonne semaine Bye à bye, bonne tous. semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.